Luc Ferry, bonjour. Bonjour Karim. On est content, Luc, de t'accueillir sur Agora Fonction TV. Agora Fonction TV qui va nous permettre d'échanger avec toi donc sur l'entreprise et ta conception de l'entreprise sur la dimension humaine et ressources humaines. Une entreprise, en dehors de sa vision opérationnelle qui consiste à apporter des services et des produits, a une dimension humaine certaine. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision de cette conception des ressources humaines en entreprise ? Alors d'abord, moi je viens du monde de l'entreprise, puisque mon père était chef d'entreprise, toute petite entreprise, il y avait une douzaine d'ouvriers, il fabriquait des voitures de course, donc j'ai vu à quel point c'était compliqué, il tirait le diable par la queue, parce qu'il y avait la guerre israélo-arabe par exemple avait entraîné l'interdiction des courses pendant 1 an, donc j'ai vu à quel point il y avait des soucis, des difficultés, quelquefois aussi des formidables succès, et donc j'ai toujours pensé, comme disait Schumpeter, que les chefs d'entreprise sont des créateurs, sont des artistes du monde de l'économie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer par des fonctionnaires, pas plus qu'on pourrait remplacer des cormorans par des poulets pour aller à la pêche. Bon. Et donc il y a une dimension chef d'entreprise qui, à mon avis, est déjà irremplaçable, avec une volonté beaucoup plus d'être libre et indépendant que de gagner de l'argent. Bien sûr, gagner de l'argent, c'est important, mais il y a d'abord cette volonté de liberté, de créativité. Donc, si vous voulez, on a en France toujours cet héritage un peu marxiste, où on voit le chef d'entreprise uniquement comme un exploiteur. Bon, oui, il gagne de l'argent, bien sûr, c'est le profit, bon. Mais d'abord et avant tout, c'est quand même la créativité et l'indépendance. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, donc en ce qui concerne les ressources humaines, j'ai écrit plusieurs livres sur la révolution de la famille moderne. Et notamment sur l'invention du mariage d'amour en Europe. Et sans dire, évidemment, ce serait paternaliste que l'entreprise est une famille, c'est quand même dans l'entreprise qu'on trouve sa femme ou son mari, sa maîtresse ou son amant, ses ennemis et ses amis, et c'est un lieu de vie, on y passe les 3/4 de son existence. Et donc c'est quand même, entre un chef d'entreprise qui n'est pas humain, qui n'est pas intelligent en termes de relations humaines, et c'est un peu comme dans un lycée, un mauvais proviseur vous met par terre un lycée en 6 mois. Un bon chef d'entreprise ou un bon proviseur, il fait que les relations humaines deviennent passionnantes dans une entreprise. Donc c'est peut-être même le premier rôle du chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que, oui, ça ressemble quand même à une famille, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas misérable en termes de relations humaines. C'est très très important. Justement, au sein d'Agora Fonction, on défend l'idée qu'une entreprise prospère et est en situation de prospérer si elle sait additionner les talents et faire de ses ressources humaines, je dirais, un conglomérat d'intelligence collective. Quand on dit addition des talents, intelligence collective, management, qu'est-ce que ça te fait dire aujourd'hui sur l'entreprise au XXIe siècle ? Mais je crois que les deux vont ensemble parce qu'il ne faut pas du tout faire... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas du tout envie de faire de la démagogie en disant l'entreprise, c'est des bisounours, c'est la RSE, c'est que de la communication verte, magnifique. Non, pas ça. Là, moi, je suis d'accord avec l'idée qui est défendue souvent par le MEDEF que la première responsabilité morale de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Il faut être clair, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas bien payer ses salariés, elle ne peut pas créer des emplois. Donc la première RSE, paradoxalement, c'est de gagner de l'argent. Et puis après, une fois qu'on a de l'argent, on peut le partager intelligemment, on peut faire en sorte que les salariés viennent travailler avec bonheur dans l'entreprise. Mais justement, on est en situation de pouvoir gagner de l'argent dans l'entreprise si on sait justement additionner les talents, si on sait faire... Il y a aussi ça, c'est un des éléments. C'est un des éléments. C'est un des éléments. Mais en même temps, on voit bien sûr que c'est un des éléments, il est très important. Essentiel même. Bien sûr, il est essentiel. Mais en même temps, la dimension de créativité est essentielle. On sait très bien aujourd'hui que dans le débat entre keynésiens et schumpeteriens, c'est Schumpeter qui a raison. Ce qui tire la croissance, c'est la politique de l'offre, c'est l'innovation qui tire la croissance. On le voit bien avec ces petits objets qu'on a tous dans la poche, que d'ailleurs j'ai éteint, j'espère, pour ne pas faire de bêtises. Ce qui nous oblige à acheter, c'est l'innovation. Ce petit objet-là, il est le symbole du capitalisme moderne parce que c'est le petit objet, le smartphone, sur lequel la pression à l'innovation, parce que la compétition est mondiale et qu'elle est très violente, la pression à l'innovation est la plus forte. Mais ce qui nous oblige à acheter, c'est le fait que le prochain modèle, soit il est plus tentant parce que plus performant que l'ancien, soit il a rendu l'ancien carrément obsolète, il l'a envoyé aux poubelles de l'histoire. Donc il y a les deux éléments, il y a à la fois la créativité, et ça c'est quand même un peu le rôle
du chef d'entreprise, en tout cas de l'équipe dirigeante qui doit inventer, qui doit innover. Et puis, il y a mettre ensemble les talents dans l'entreprise et de telle façon qu'en effet, l'intérêt et la morale se rejoignent, que les gens s'y sentent heureux. C'est très, très important. On est beaucoup plus efficace quand on est heureux que quand on arrive la peur au ventre. Alors justement, tu as lancé effectivement le sujet de la digitalisation, donc en sortant de ton iPhone. Digitalisation, humanisation ou digitalisation, déshumanisation? Comment tu perçois, parce que toutes les entreprises donc ont lancé des grands projets de digitalisation pour se moderniser et être en prise avec le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que ça implique sur les ressources humaines? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent la digitalisation, la robotique et l'automatisation, ça va détruire les emplois, ça va déshumaniser l'entreprise. C'est la thèse de Jeremy Rifkin dans un livre qui a été préfacé par Michel Rocard et qui malheureusement a entraîné Michel Rocard, qui par ailleurs était un homme vraiment estimable et sympathique, vers cette absurdité qu'étaient les 35 heures et même les 32 heures. Bon, avec le vieux thème de la fin du travail. Je n'y crois pas du tout, pas du tout. La première révolte contre l'innovation technologique en France, c'est la révolte des canuts à Lyon. Vous connaissez ça, vous avez fait de l'histoire. Je ne sais pas si aujourd'hui on en parle encore dans les cours d'histoire au collège, mais enfin on devrait, parce que c'est un modèle par rapport à la question que vous posez, déshumanisation, fin du travail, remplacement de l'humain par le robot, etc. Bon. Non, la première grande révolte, encore une fois, contre l'innovation technologique, c'est la révolte des canuts. On est en 1831. On les appelait des canuts parce qu'ils tissaient avec des cannes, des grosses aiguilles qu'on appelait des cannes. Et donc, ils se révoltent contre une machine à tisser, qui est la fameuse machine Jacquard. Dans mon enfance, il y avait encore des pulls Jacquard. La fameuse machine Jacquard. Ils disent ça nous pique les emplois. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est là que le mot sabotage devient populaire en français, parce qu'ils jettent les sabots dans les machines à tisser pour les détraquer, puis après ils les jettent dans la Saône et dans le Rhône. Et c'est là que la police intervient, de manière extrêmement brutale, la répression est terrible, ce qui fait que quand vous allez à Lyon, il n'y a pas un restaurant lyonnais où on trouve un plat qui s'appelle la cervelle de canut, c'est de là que ça vient. Et donc je crois qu'on a là un schéma qui va marquer toute l'histoire, qu'on retrouve aujourd'hui, avec cette idée que la robotisation, la digitalisation vont détruire des emplois. Ça n'est pas vrai. Le problème qu'on va avoir, ce n'est pas un problème de destruction d'emplois, c'est un problème de déversement de secteurs ou d'emplois vers d'autres emplois. Par exemple, transfert. Par exemple, Amazon va très certainement détruire beaucoup de librairies. Il y a 3000 libraires en France. Très certainement, il va arriver à beaucoup de libraires ce qui est arrivé aux disquaires. Même chose pour les agences de voyage. Alors, le problème, c'est Amazon crée des emplois, il en crée beaucoup, mais le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas les mêmes et pas tout de suite. Et si vous dites au libraire d'une petite ville qui ferme sa boutique et met la clé sous la porte, si vous lui dites, mon pote, c'est pas grave parce que Amazon crée des emplois, juste un détail, c'est pas pour toi et c'est pas chez toi, ça va pas le consoler. Donc le problème qu'on aura, c'est beaucoup plus un problème de formation professionnelle permanente. Grand scandale français, sur les 35 milliards, il y a 5 milliards qui vont vers les chômeurs et 30 milliards vers ceux qui ont un emploi, ça devrait être exactement l'inverse. Mais ce sera plus un problème de transition qu'un problème de suppression sèche d'emplois. On détruit en France 10 000 emplois par an, on en recrée à peu près autant, on en recrée 9 000. Si nos politiques n'étaient pas des branques, le différentiel serait dans l'autre sens, comme dans la plupart des pays d'Europe. Donc la digitalisation ne met pas en péril ni l'humanisation dans l'entreprise, le management de proximité, l'intelligence collective, bien au contraire. Ça va créer il y aura des multi-emplois, il y aura des travailleurs indépendants, il y aura du télétravail. Le travail va changer considérablement. On estime que d'ici une vingtaine d'années, il y aura pratiquement autant de travailleurs indépendants que de salariés. C'est peut-être beaucoup cette estimation, mais il y en aura beaucoup en tout cas de travailleurs indépendants, avec des problèmes sociaux très importants. C'est à l'idée qu'il faudra attacher les droits sociaux plutôt à l'activité qu'à l'emploi ou au contrat de travail. Mais tout ça, on peut régler ces problèmes-là. Il suffit d'anticiper les effets de cette troisième révolution industrielle. Évidemment, si nos politiques découvrent l'existence du Bon Coin il y a 15 jours, ça va être délicat. Voilà, il faut que nos politiques comprennent ce qui se passe, comprennent ce que c'est que l'Internet des objets, ce que c'est que le traitement du big data, et surtout, ce que c'est que l'intelligence artificielle sans laquelle toutes ces nouvelles technologies ne fonctionneraient pas. Je voudrais ton avis sur l'intégration des jeunes. Luc, on parle de la génération YZ, avec des attentes et des comportements différents de la génération précédente. Là aussi, c'est un défi pour les chefs d'entreprise d'aujourd'hui. Comment on recrute, comment on intègre, comment on permet à un salarié de s'épanouir quand il fait partie de cette génération YZ. Comment tu conçois, toi, ces changements au travail, d'habitude, de posture, d'organisation? Comment tu les perçois? Alors,
La famille est devenue vraiment un cocon d'amour, il faut bien le dire. Et nos jeunes, en moyenne, restent à la maison jusqu'à 25 ans, en moyenne. En Espagne, je regardais les statistiques avec mon ami Nicolas Bouzou, on avait fait en 2011 un rapport pour François Fillon sur le sujet. En Espagne, tenez-vous bien, les jeunes quittent le foyer familial en moyenne à 31 ans. Ce qui veut dire que si on avait dit ça à Rousseau ou à Voltaire, ils seraient tombés de leur chaise, bon. Ou même encore à Victor Hugo, ou même encore à mon père. Bon. Et donc tout ça a beaucoup changé. Mais ça veut dire que le modèle familial est un modèle que beaucoup de jeunes ont envie de retrouver dans l'entreprise. Ils veulent que ce soit affectif, ils veulent que ce soit cool, ils veulent que ce soit pas autoritaire, etc., etc. Et donc ce que les chefs d'entreprise doivent intégrer comme idée, et de plus en plus ils doivent vraiment le faire, c'est que même quand un jeune a un très bon diplôme, ils auront à continuer la formation. C'est pas à peine de s'imaginer qu'avec un diplôme, même d'une très bonne école de commerce, les jeunes vont arriver opérationnels. Non. Il faudra continuer la formation sur tous les plans, pas simplement sur le plan, je dirais, technique et professionnel proprement dit, mais aussi sur le plan des habitudes de travail. Nos jeunes sont vraiment pas plus bêtes que dans la génération précédente. Probablement, ils sont même plus vifs et plus libres et plus indépendants. Il y a des qualités. Il y a une vraie différence avec ma génération, qui est déjà pas la vôtre, mais c'est le fait que, comment dire, la quantité de travail, la capacité de travail a considérablement diminué. Ça, c'est vrai. Pour donner un exemple tout bête, mes profs à la Sorbonne, ils étaient encore capables d'écrire une thèse en latin. Ça ne demande aucune intelligence. Tous les Romains arrivaient à parler le latin, même les imbéciles. Mais ça demande une quantité de travail absolument énorme. Et donc, cette quantité de travail, je pense que toi et moi, on l'avait encore, même toi dans ta génération. Hein, moi, je travaille en gros, sans déconner, je travaille vraiment 12 heures par jour. Bon. Et c'est une vraie drogue, je ne peux pas m'arrêter de travailler. Bon. Mais c'est vrai que je vois mes filles, 15-17, celles-là, non. Ils ne conçoivent pas la vie de cette manière-là. De cette manière-là. Et ils veulent que dans l'entreprise, disons que la vie professionnelle et la vie privée s'accordent beaucoup mieux. Ouais. Nous, on était prêts à sacrifier la vie privée à la vie professionnelle, même quand ça nous embêtait vraiment. Mais on le faisait. Hein. Vraiment, on était dans un cadre rigide. Ça, c'est quand même assez largement derrière nous. En tout cas, l'exigence, l'aspiration des jeunes, elle est très différente de la nôtre. Et donc, les chefs d'entreprise doivent le savoir pour, encore une fois, continuer la formation et sur beaucoup de plans, y compris humains, que les jeunes auront reçu, même quand elle est bonne. Une formation, selon toi, tout au long de la vie professionnelle ? Oui, tout au long de la vie. Oui. Évolutive en fonction des situations, en fonction des opportunités, en fonction… Écoutez, selon les entreprises de conseil et de prévision, en l'année 2030, il y a 65% des métiers qui existeront en 2030 ou en 2035 sont encore inconnus aujourd'hui. 65%. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. C'est des chiffres comme ça que voilà, les chercheurs balancent sans que personne ne puisse vérifier. Mais ce qui est certain, c'est regarder par exemple du côté des mathématiques. Les mathématiques, elles servaient à quoi quand on faisait des études de médecine? La vérité, c'est que ça servait à sélectionner. Bon. Aujourd'hui, on va avoir besoin de data scientists en pagaille. Les mathématiques redeviennent une discipline, j'allais dire, utilitaire dans l'entreprise. Donc, on va avoir, parce que data scientist, ça demande un très haut niveau de mathématiques et toutes les entreprises en auront besoin. Donc là, vous avez un vivier de recrutement extraordinaire, mais vous n'allez pas transformer, par exemple, les chauffeurs de taxi qui vont être uberisés, qui vont mettre la clé sous la porte, ou mes libraires de tout à l'heure, vous n'allez pas les transformer en mathématiciens dans le quart d'heure. Donc encore une fois, on retrouve le problème du déversement de la formation. Voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, il faut vraiment anticiper ces nouveaux métiers et savoir que 60% des métiers, vraisemblablement, peuvent être uberisés. Dernière question, tu as parlé tout à l'heure et tu as utilisé la notion de RSE. Est-ce que pour toi la RSE aujourd'hui est une approche un peu gadget ou est-ce que c'est une approche, la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, je dirais une démarche au sein de l'entreprise qui a du sens, notamment en intégrant aussi les questions de mobilité, de relations au lieu de travail, à l'espace de travail, là aussi la gestion des ressources humaines. La RSE, pour toi, ça doit prendre quelle place dans l'entreprise ? Mais la vérité, c'est que c'est les deux. C'est à la fois gadget et en même temps, c'est un vrai grand sujet. À la fois gadget, parce que quand je regarde les projets d'entreprise, vous avez le type chargé de la com qui arrive là en disant nos valeurs, c'est ceci, c'est cela, comme c'est. Bon, ça me fait toujours rigoler parce que bon, ça fait rigoler tout le monde, personne n'y croit. Bon. Et en même temps, oui, le problème est
immense, d'abord en termes de bien-être dans l'entreprise. On n'en a pas parlé, mais le thème du bien-être dans l'entreprise, il monte aujourd'hui de manière exponentielle. Hein. C'est la première aspiration des salariés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on définit derrière le bien-être dans l'entreprise? Alors, je vous renvoie, il y a deux petits livres qui sont très intéressants, qui s'appellent tous les deux du même titre, L'économie du bonheur, un petit livre de Lucie Davoine et un petit livre excellent de Claudia Seni, qui montre comment, avec beaucoup de statistiques européennes, qui montrent comment l'évolution du sentiment de stress dans l'entreprise a varié, a été considérable depuis une vingtaine d'années. Donc je vous renvoie ces deux petits livres, puisque on va aller vite là, mais c'est une aspiration très grande. Donc à la fois en termes d'efficacité, que chacun soit à la bonne place, en termes de mobilité, parce que l'aspiration à la mobilité est très grande, mais aussi en termes, je dirais, de relations humaines. RSE, c'est aussi relations humaines, c'est une vraie question. Mais arrêtons ces faux projets d'entreprise, d'affichage, c'est comme la communication verte, ça m'a toujours fait rigoler. Et les gens ne sont pas idiots, surtout les jeunes, ils savent décrypter, vous savez, ils apprennent vraiment à décrypter les blagues, la publicité, tout ça, ils savent très bien ce que c'est. Donc il faut vraiment sortir de cette période qu'on a connue encore dans les 10 dernières années, où les projets d'entreprise, c'était quand même surtout de l'affichage, et ça faisait rigoler tout le monde, pour passer à la vraie question qui est en effet à la fois la question du bien-être, des relations humaines et puis de l'efficacité, c'est-à-dire que chacun soit à sa bonne place, et ça suppose d'être très attentif à la question de la mobilité, bien sûr. Agora Fonction, Luc, s'adresse au manager, au top management. Si tu avais 3 qualités requises pour faire un bon manager, tu retiendrais quoi comme qualité? Bon, la créativité d'abord et avant tout, la capacité d'innover, parce que tout en dépend après. Ensuite, l'honnêteté dans les relations humaines, la bienveillance et l'honnêteté dans les relations humaines. On a trop tendance en France, dans l'école comme dans l'entreprise, à avoir une pédagogie de l'échec et une pédagogie de la dureté, si je puis dire, autoritaire. Bon, c'est vrai que... Et puis, troisième point, être capable de manager par le projet, par le sens. Ça, c'est vrai. Voilà, surtout pour les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de penser que ce qu'ils font a du sens. Et ça, il ne faut pas tricher, parce que ce n'est pas en donnant des faux sens, si je puis dire, qu'on va les convaincre. Il faut vraiment que ça ait du sens. Donc ces 3 qualités-là me paraissent essentielles, oui. Luc, tu es un ami de l'Agora Fonction, tu es un habitué d'Agora Fonction. On a été heureux de faire cette première émission Agora Fonction TV avec toi ce soir. Eh bien moi aussi. Merci à toi. À bientôt. Merci.